Je suis donc arboriste. Voilà. Je suis donc un de ces gars qui, dans son travail quotidien, essaye de mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques qu'on peut connaître par rapport aux arbres. Je vous avais écrit une belle introduction, mais je manque de temps, donc je vais la zapper. Merci. Je vais la zapper pour avoir plus de temps pour vous parler d'arbres intéressants. La seule chose que vous auriez d'ailleurs dû en retenir, c'est que aucun élagage n'a jamais amélioré la santé d'un arbre. Et donc, en tant qu'arboriste passionné, en fait, on en vient vite à se demander comment aider le système racinaire des arbres, ce qui revient à dire comment améliorer le sol. Et en termes d'amélioration de sol, je dois commencer par vous faire un rappel. Je dis rappel parce que je suis convaincu que la grande majorité d'entre vous connaissent la technique, mais comme elle est encore malheureusement trop peu utilisée, je dois taper sur le clou. Je veux parler évidemment du paillage de BRF. Pour reprendre une expression de mes enfants, je dirais c'est la base. Quand on a un sol qui soit encore digne de ce nom, c'est la meilleure méthode d'amélioration des sols. C'est la solution la plus douce et aussi la moins coûteuse. Elle consiste simplement à répandre sur la plus grande surface de sol possible, 5 à 7 cm de BRF. Alors BRF pour bois raméal fragmenté. Pourquoi du bois de rameau? Simplement parce que comme il est moins lignifié, il est plus facilement transformable par les champignons. Le BRF et sa dégradation mettent en place tout un réseau de vers, de micro-organismes et de champignons. Ouais, là on est sur un schéma plutôt pour des potagers, mais ce qui est bon pour vos carottes est aussi bon pour vos arbres. Le résultat de ce réseau, c'est qu'il permet d'améliorer l'aération du sol et sa capacité de rétention en eau. Il permet la reconstitution de la couche d'humus et la minéralisation des matières, et il favorise également les mycorhizes. Alors certains se disent peut-être, si on a un sol encore valable, est-il vraiment bien nécessaire de mettre en place un paillage qui parfois peut être contraignant? Mon constat, c'est que dans nos villes, nos arbres souffrent, entre autres choses, parce qu'ils souffrent de beaucoup de choses, d'une trop grande propreté. Alors, un exemple, ce châtaignier à Bruxelles, il présente une très faible vitalité avec des accroissements annuels excessivement réduits. Il doit avoir entre 200 et 250 ans. Il était évidemment là bien avant la construction du quartier. Mais ce que je veux illustrer, c'est que depuis cette construction en 1952, la situation n'a pas changé. Les gazons sont bien tondus et les feuilles soigneusement ramassées et évacuées chaque année. En gros, en 65 ans, quasiment zéro apport de matière organique pour cet arbre. Mon avis d'arboriste, c'est que cet arbre, en fait, il crève de faim. Ce qu'on recherche en fait avec la mise en place d'un paillage BRF, c'est imiter les conditions de vie d'un arbre dans la nature, c'est-à-dire avoir un site où il y a un apport régulier de matière, de substances qui nourrissent le sol et donc nourrissent les arbres. Malheureusement, convaincre un client de mettre en place un paillage, c'est pas toujours si évident. Si vous y arrivez, ne vendez pas ça non plus comme une solution miracle, parce qu'un paillage, ça s'entretient, un coup de binette de temps en temps pour les mauvaises herbes, et surtout, un apport régulier de BRF. Sinon, vous passez en quelques années d'un beau paillage comme celui-là à une zone que vous allez pouvoir entretenir à la tondeuse. Voilà pour ce rappel. Je vais encore, avant les cas concrets, simplement vous illustrer ma démarche, ou en tout cas celle qui me permet d'essayer de savoir comment intervenir sur un vieil arbre, avec cet exemple, un magnifique châtaignier dans une belle propriété de l'ASB. Alors, la première étape indispensable pour moi, ça paraît évident, mais c'est l'observation. L'observation de l'arbre. On voit ici un arbre qui présente déjà du bois mort, un feuillage très clair, et on constate déjà une descente de cime. On poursuit l'observation avec une observation plus large du site. On repère des indices inquiétants comme une taque de chambre de visite, un gazon qui paraît bien récent, et ici elles ont été dégagées pour les rendre plus visibles, mais elles étaient déjà repérables, des plaies au niveau du collet et des racines superficielles. Seconde étape, l'information. Enfin, il faut s'informer, il faut discuter avec son client, lui poser des questions, mais comme la mémoire c'est quand même quelque chose de quelquefois très sélectif, l'idéal est de vérifier toutes ces informations sur des sites géniaux comme ici Wallon Map. À Bruxelles, on a le site Bruciel, des sites internet qui vous permettent d'accéder à des
photographie aérienne historique. On voit ici la propriété en 2012. Notre châtaignier, en fait, il est situé ici. Je vais passer directement en 2018, mais gardez à l'œil cet étang ici. Vous le voyez, l'étang a été transformé en piscine et on a création d'un terrain de tennis à proximité de la propriété. Entre les deux situations, vous l'aurez compris, je fais une petite marche arrière dans le temps, une période de travaux néfaste pour notre châtaignier, avec passage de convois lourds pour le transfert des terres d'un site à l'autre, réalisation d'une tranchée pour l'évacuation de la piscine et étalement des terres excédentaires en périphérie du châtaignier. Heureusement, dans ce cas-ci, en quantité assez réduite. Donc, il faut comprendre, et pour moi, comprendre l'évolution dans le temps des conditions de vie d'un arbre et aussi, évidemment, comprendre leurs impacts sur l'arbre est essentiel pour savoir quelles interventions envisager. Dans le cas présent, un paillage simple aurait été insuffisant au regard des dégâts subis, ou en tout cas trop lent. On a donc réalisé une décompaction de sol à l'aide de l'AirSPED avant de mettre en place le paillage. Voilà pour la démarche, donc observer, s'informer et essayer de comprendre. Je vous fais juste un petit mot sur l'AirSPED parce que je vous en ai déjà parlé, mais on va en parler à plusieurs reprises. C'est un outil qui fonctionne à l'aide d'air sous pression qui permet de désagréger le sol physiquement sur une profondeur de 20 à 30 cm sans endommager les racines, évidemment. J'ai utilisé dans le passé d'autres systèmes de décompaction, comme ce pal injecteur d'air et d'eau, eau à laquelle on ajoutait engrais ou mycorhizes, mais mes constatations sont que les résultats sont bien plus probants avec la technique AirSPED, évidemment associée au paillage. Évidemment, ce n'est pas adapté à tous les sites, ça nécessite notamment que le propriétaire accepte de rendre et de consacrer de l'espace exclusivement pour l'arbre. Mais bon, quand on parle d'arbres remarquables, il faut fixer des priorités. Nos cas concrets, donc. Je vous en ai sélectionné 4. On aura 3 tilleuls, Bellièvre, Aulwastia et Mâcon, et un duo de platanes à Bruxelles. Le premier, le tilleul de Bellièvre, c'est le tilleul dit du moulin à Aube. Le moulin a évidemment aujourd'hui disparu. Il avait été implanté en 1599, mais le site, avant d'être un moulin, était une forge et un haut fourneau, déjà daté au XIIe siècle. Côté partie aérienne, on constate au moins un élagage drastique. Oh là, ça est décentré. Un élagage drastique, mais on constate surtout, même si ce n'est pas très visible sur cette photo, que l'arbre présente une belle vitalité. Au niveau de la taille, en fait, on réalise juste un petit élagage de renouvellement sur épitone. Alors, l'observation du sol, oui, alors c'est toujours intéressant d'avoir un point de repère pour se rendre compte de la grosseur d'un arbre. Là, vous avez mon ouvrier le plus dynamique. Donc le sol, je disais. On constate en fait qu'il y a en surface une grosse couche de scories qui proviennent du haut fourneau ancestral. Une petite recherche nous apprend même qu'à une époque, il y en aurait eu jusqu'à 4 mètres d'épaisseur avant qu'elle ne soit réutilisée en matériaux de comblement. Et dans cette couche de scories, on trouve évidemment très peu de racines de l'arbre. Le système racinaire doit être a priori plus profond dans le sol d'origine. Vu sa vitalité, on constate que cet arbre a parfaitement intégré ces conditions de sol. Et donc, il est en fait un parfait contre-exemple de mes recommandations de paillage. Parce que si sur ce site on mettait en place un paillage de BRF massif, l'arbre inévitablement développerait un système racinaire adventif dans cette couche de broyat. Système qui, a priori, aurait bien du mal à retrouver un sol. Et donc, pourrait être mis à mal en cas de sécheresse ou dans le cas probable où il ne serait pas réalimenté. Et comme cet arbre va bien, en fait, je ne veux pas prendre ce risque, et donc il sera exceptionnellement conseillé de ne pas mettre en place de paillage. Les seuls travaux entrepris outre l'élagage pour sa préservation, c'est le débroussaillage et le déboisement de la petite parcelle. On a également mis en place des plots pour éviter l'approche et le stationnement de véhicules, et un petit panneau informatif, panneau qui avait été magnifiquement illustré par un enlumineur, un artiste enlumineur local. Donc vous le voyez, pour moi la préservation des arbres remarquables peut aussi simplement se réaliser par je dirais, leur mise en valeur. Deuxième cas, le tilleul de Aulwastia. Alors, avec ses 6 mètres de tour, il en a vu du mauvais temps, mais
un orage de 2018 a causé énormément de dégâts. Vous le voyez ici avant l'orage. Le souci, c'est qu'il y a quelques décennies, l'ensemble de la couronne a été relié à la tête principale par un haubanage métallique. Et il y a bien plus longtemps encore, cette tête avait reçu un cerclage métallique. Alors vous voyez, l'arbre n'a pu passer au-delà de cet obstacle que sur une portion restreinte de son tronc. Bon, vous me voyez venir avec ma chronique d'une catastrophe annoncée. Lors de l'orage, la tête s'est arrachée au niveau de ce point de faiblesse. Et malheureusement, une grande partie de la couronne a été embarquée également via les haubans. Seul rescapé de cet orage, 4 axes ici, qui sont en réalité d'anciennes réitérations traumatiques. C'est intéressant de retrouver leur origine sur cette vieille carte. On voit clairement qu'une partie de la couronne avait été arrachée. Les rejets issus de ces arrachements sont les gros axes restants actuellement. Le souci, c'est qu'ils sont ancrés en déport. Ils ont une hauteur importante et leur isolement les soumet maintenant différemment au vent. On peut donc raisonnablement mettre en doute leur stabilité. Mais outre l'aspect sécurité, sacro-saint aspect sécurité, le souci c'est qu'en cas d'arrachement, il est très probable qu'ils embarquent une partie du tronc en fait, ce qui serait un traumatisme vraiment compliqué à gérer pour cet arbre. Donc après discussion avec quelques référents en arbre marquable, parce que, merci Bruno, c'est le genre de choix qu'on ne fait pas tout seul, il est décidé de réduire ces axes et d'alléger les branches basses restantes. Alors le résultat est vraiment pas beau à voir, je vous l'accorde. Mais moi, et surtout l'orage, on assume. Après ça, on a évidemment quand même tout mis en place pour essayer d'aider ce vétéran. On a décompacté le sol avec l'AirSped, on a apporté du broyat et on a mis en place un petit périmètre de protection pour éviter le piétinement de la zone. En réalité, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que cet arbre surmonte ce traumatisme. Simplement, il va être indispensable de le suivre à l'avenir en élagage si on ne veut pas, dans 50 ans, se retrouver avec une couronne complètement ingérable. Juste une remarque concernant les zones de paillage. Elles peuvent être, c'est même recommandé, en fait, être plantées comme ici de bulbes ou de plantes vivaces ou de plantes couvre-sol. Les avantages, c'est beau. Ça limite l'entretien de la zone, mais surtout, ça permet de mieux maintenir sur le site toutes les matières, j'entends évidemment par là les feuilles et les brindilles qui tombent de l'arbre, tout ça pour alimenter la zone de BRF. Bon, alors gardez en tête ce sujet de Hauloistia, mais j'aimerais vous montrer que si on veut sauver nos arbres, il faut être un petit peu proactif. Avec cet exemple, un petit tilleul à Beaurain, il a été malheureusement ravalé, donc on a décidé de l'entretenir maintenant sur tête de chat. Il était bétonné et macadamisé jusqu'au collet. Alors on décide de l'aider et pour ça de lui rendre un minimum d'espace. On défonce le tout, on évacue une dizaine de mètres cubes de gravat délicatement, on décompacte le sol en profondeur, on apporte de la terre de qualité, on met évidemment en place un paillage et des plots pour le protéger des véhicules. Sauf que sur le site, il y avait des impétrants. Impétrant, c'est un beau belgicisme qui résume toutes les conduites qu'on peut trouver dans le sol. Et que, un an après ce beau petit travail, quelqu'un a cherché après son tuyau. J'ai été sympa, j'ai masqué le nom de l'entreprise sur le pull. Vous imaginez bien, j'ai pas beaucoup de photos de ça, mais vous imaginez bien les dégâts au système racinaire et les conséquences sur l'arbre. C'est pas certain, mais si je m'étais renseigné sur les impétrants avant mon chantier, peut-être aurions-nous pu éviter ce massacre. Là où je veux en venir, c'est qu'à Hauloistia, j'y reviens, il y a au pied de l'arbre une canalisation d'alimentation d'eau. Elle est centenaire, elle n'a jamais eu aucun souci, mais le jour où il va y en avoir un, je pense qu'on va compter les heures avant de voir arriver les pelleteuses. Ce que vous voyez ici devant, c'est des racines dégagées à l'AirSped. Donc, j'ai signalé le tout à l'administration, mais bon, mon job d'arboriste, ça s'arrête là. Mais amis gestionnaires, dans ce genre de situation, s'il vous plaît, prenez les devants. Notre troisième tilleul, le tilleul de Mâcon. Alors c'est un tilleul qui est entretenu en taille architecturée sur un support octogonal depuis près de 300 ans, vous le voyez. On peut constater que la structure a déjà été changée à plusieurs reprises, évidemment, au fil des siècles. Ce qu'on peut constater au niveau de la partie aérienne, c'est que les étages ont tendance à prendre de la hauteur, en fait.
C'est dû à l'accroissement naturel des têtes de chat, mais c'est dû surtout au fait que, visiblement, à plusieurs reprises, elles étaient été taillées en laissant un chicot ou une allonge, ce qui est à mon sens une grave erreur, parce que le résultat, c'est que maintenant, ces têtes de chat s'alourdissent terriblement, ce qui mène à des casses, et ça alourdit évidemment l'ensemble de la structure. Et aussi, en fait, en été, les étages sont bien moins visibles puisqu'ils ont pris de la hauteur. J'avais entrepris une réduction progressive de quelques têtes de chat par an, mais la commune a repris les lagages en interne, donc je ne vais pas pouvoir continuer ce travail. Ça, c'est ce que j'avais écrit. Parce qu'en réalité, je viens d'apprendre il y a quelques jours, en préparant ce colloque, que cet arbre n'a pas été taillé depuis mon dernier passage, donc en 2017. Je suis donc assez sidéré de voir qu'un arbre qu'on a entretenu pendant 3 siècles, annuellement, puisse de nos jours être oublié 3 saisons, sans que personne ne se pose de questions. Je suis intervenu sur cet arbre en 2014. Il y avait des inquiétudes par rapport à sa vitalité parce qu'il présentait un jaunissement et une chute précoce des feuilles. On a donc décidé d'attaquer la seule surface de sol accessible parce qu'en dessous de la place, on avait fait des sondages qui ont démontré l'absence de racines, c'était de la roche et du gravat, et de remplacer le sol en place. On a effectué ça à l'AirSped et au camion aspirateur de terre. Et en fait, après 20 à 30 cm, on s'est retrouvé sur le sous-sol qui était de la roche remplie d'infractuosités dans lesquelles s'enfonçaient les racines. On a comblé le tout avec du substrat de qualité, on a mis en place, comme d'habitude, un paillage et un petit périmètre pour éviter de nouveau le piétinement de la zone. En quelques années, en fait, le substrat a été rapidement colonisé par les racines et le résultat est visible sur le feuillage. Alors en quelques minutes, le dernier de mes cas. 2 magnifiques platanes d'Orient à Bruxelles. C'est un cas intéressant parce qu'il associe remise en état d'un sol et préservation pour un chantier de construction. Je vais directement passer un petit historique. Vous voyez ici en 1930, une belle bâtisse avec un petit parc arboré autour. Nos platanes sont ici et ici. On passe quelques années, on arrive en 1987. Construction d'un bâtiment. Le parc est rasé, il ne reste que nos platanes. 10 ans plus tard, c'est la maison cette fois qui est rasée, et nos platanes sont toujours visibles ici, mais en période hivernale, donc pas bien repérables. Bon, l'ensemble du site paraît au minimum empierré ou bétonné. En 2010, un rapport m'est demandé parce que sur le site, il y a un projet immobilier d'assez grande envergure. La situation, grosso modo, est en fait plus ou moins la même qu'en 96, si ce n'est que l'ensemble du site est à l'abandon et que tous ces bâtiments ici ont été rasés. En fait, en résumé, grosso modo, il y avait 350 mètres carrés de dalles de béton au pied des arbres, le reste étant une couche de gravat bien compactée. À la suite donc, de mon rapport, une entreprise a démonté ces dalles de béton, travail qui s'avérera en partie incomplet et quelquefois un non-sens parce que il y a par exemple eu apport de BRF en quantité sur du gravat. Résultat, ce que je vous expliquais, un réseau racinaire inventif qui ne va jamais retrouver un sol. 2014, le projet immobilier se précise et en gros, je suis chargé de passer de la situation de l'époque, qui vous l'aurez compris n'est pas très brillante, à ce magnifique projet 3 dimensions. Ceux qui connaissent un peu les arbres et les travaux comprendront qu'on peut dire que c'était un peu un défi. Mais c'est surtout en fait le début d'une phase capitale, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il faut faire comprendre aux maîtres d'ouvrage, aux paysagistes et à tous les intervenants qu'ils vont devoir faire de gros efforts s'ils veulent assurer un avenir en bonne santé et à long terme pour ces arbres. Il faut négocier l'éloignement des bâtiments, des routes et le plus grand périmètre de protection possible. Dans cette étape, j'ai directement été soutenu par le cabinet de paysagistes qui est, à mon sens, indispensable. 2 ans plus tard, de nouveau, on entame enfin les travaux de réhabilitation de sol. Là, on est en train d'évacuer une couche de gravat. Et même si on est sur du platane, dans ce genre de couche, en fait, il n'y a quasiment pas de racines. Avec de nouveau AirSped et camions aspirateurs de terre. À certains endroits, les arbres avaient été rembalayés. Ici, vous voyez d'1,20 m. Là, on est sur le collet de l'arbre. Enfin, le collet actuel, hein, parce qu'évidemment... Oui, si ça n'avait pas été du platane, je pense qu'on parlerait plus de ces arbres. Mais... Donc le collet et différentes couches de tarmac, béton, gravat, en dessous de la terre, mais aussi à certains endroits des poches de terre, comme ici, où évidemment on retrouve des racines. Dans ce genre de réhabilitation, il ne faut pas non plus vouloir tout enlever. Exemple, ici, cette vieille bordure béton,
on voit qu'une racine s'est développée le long. Le sol de part et d'autre est encore valable. En fait, aucun intérêt d'essayer d'enlever ça, on va faire plus de dégâts qu'autre chose. Au final, grosso modo, 350 m3 de gravats évacués, partiellement remplacés par de la terre, du mélange terre-pierre et du BRF. Pour la petite histoire, ce qu'on voit ici, ça c'est le rez-de-chaussée de la maison qui avait été rasé et qu'on a retrouvé sous les gravats. La préparation pour le chantier de construction consiste en fait principalement à ce que j'appelle un cloisonnement racinaire, c'est-à-dire que sur toute la périphérie du périmètre de protection, on dégage délicatement les racines et on les coupe proprement. Malheureusement, à certains endroits comme ici, elles ont quand même une section assez importante. On a également mis en place un arrosage durant les 3 ans de chantier pour compenser le rabattement des nappes phréatiques. Et après encore la mise en place d'une palissade de protection qui empêche l'accès au périmètre, le chantier de construction peut commencer. Durant les 3 ans de chantier, j'effectue des visites régulières pour vérifier le respect des consignes de protection. Je n'ai pas le temps de vous détailler toute l'aventure, mais la phase la plus critique, en fait, c'est la phase d'aménagement paysager parce que le périmètre, évidemment, n'est plus en place et il faut être vraiment vigilant parce qu'on a vite fait de vous rogner un morceau de votre périmètre. Alors voilà, le chantier est maintenant terminé, le quartier est sorti de terre et tout le monde s'accorde à dire que l'intégration des arbres est une réussite. Voilà, merci.